je m'en rappelle, il en parle tout de suite. Dickens ne se souciait guère d'un conflit entre un nord lointain et un sud plus lointain encore. Mais en 1865, l'année de son accident de Staplehurst, Charles Dickens avait d'excellentes raisons d'être fort satisfait de son histoire personnelle. Il était le romancier le plus populaire d'Angleterre, du monde peut-être. De nombreuses personnes en Grande-Bretagne et en Amérique considéraient mon ami comme le plus grand écrivain qui ait jamais vécu, à l'exception de Shakespeare et peut-être de Chaucer et de Keats. Je savais évidemment que c'était ridicule, mais la popularité, comme on le dit, ou comme je l'ai dit, engendre plus de popularité encore. J'avais vu Charles Dickens trônant sur le siège d'un cabinet d'aisance rustique, le pantalon aux chevilles, réclamant en bêlant comme un mouton égaré du papier pour se torcher, et tu me pardonneras si cette image demeure plus vraie à mes yeux que celle du plus grand écrivain qui ait jamais vécu. Toujours est-il qu'en ce jour de juin 1865, Dickens avait maintes raisons d'être content de lui. Pour ceux qui nous retrouvent, du très très lourd, et je ne vous l'ai pas dit mais je vous le dis maintenant, Dan Simmons, c'est aussi quelqu'un, l'auteur des cantos d'Hyperion, d'Ilium et Olympos. Il a aussi écrit L'échiquier du mal et aussi Terreur. Il écrit dans tous les genres. Vous avez un écrivain qui écrit dans tous les genres. Alors, toujours est-il qu'en ce jour de juin 1865, Dickens avait maintes raisons d'être content de lui. Cela faisait 7 ans que l'écrivain s'était séparé de sa femme, Catherine, qui lui avait manifestement fait offense au cours de leurs 22 ans de vie conjugale, en lui donnant 10 enfants sans se plaindre, et en subissant plusieurs fausses couches, tout en s'accommodant le plus souvent de ses griefs et en satisfaisant le moindre de ses caprices. Ce comportement lui avait rendu son épouse si chère qu'en 1857, lors d'une promenade à travers la campagne, au cours de laquelle nous avions dégusté plusieurs bouteilles de vin local, Dickens s'était plu à me décrire en ces termes sa Catherine bien-aimée. Très chère à mon cœur, Wilkie très chère, mais dans l'ensemble, plus bovine que séduisante, plus pesante que féminine. Un insipide bourrouet d'alchimiste où se mêle un esprit vague, une incompétence immuable, une indolence languissante et une nonchalance douillette. Un épais gruau que ne vient agiter que la pâle de sa propension à s'apitoyer sur son sort. Je doute que mon ami se soit rappelé cet aveu, mais moi je ne l'ai pas oublié. Pourtant ce fut une récrimination qui scella le sort de Catherine, maritalement parlant. Dickens savait, semble-t-il. En fait, il ne semble pas du tout, j'étais là quand il a fait l'acquisition de cette fichue babiole. Acheté à l'actrice Helen Ternan un bracelet coûteux à la suite de nos représentations de Profondeur glacée. Alors cet imbécile de bijoutier n'avait pas livré le bijou chez Miss Ternan, mais à l'adresse londonienne des Dickens, Tavistock House. À la suite de quoi, Catherine avait émis d'un coup l'équivalent de plusieurs semaines de meuglement bovin, se refusant à croire qu'il ne s'agissait que d'un présent symbolique de son mari. Innocent témoignage d'estime pour l'actrice qui avait si merveilleusement, j'aurais tendance à dire à peine passablement, interprété le rôle de Carla Burnham, la bien-aimée du héros, dans ma pièce sur un amour malheureux au fin fond de l'Arctique. Il est exact, comme Dickens s'était acharné à l'expliquer à son épouse profondément meurtrie en 1858, que l'auteur avait l'habitude prodigue de combler de présents les acteurs et autres participants de ses multiples spectacles de théâtre amateur. Après Profondeur glacée, il avait déjà distribué des bracelets et des pendants d'oreilles, une montre et une parure de 3 boutons de plastron en émail bleu à d'autres membres de la troupe. Mais, évidemment, il n'était pas amoureux des autres bénéficiaires de ses largesses, alors qu'il l'était de la jeune Hélène Ternan. Je le savais. Catherine Dickens le savait. Nul ne peut affirmer avec certitude que Charles Dickens le savait. C'était un écrivain doué d'une imagination incroyablement persuasive, doublé d'un des types les plus imbus de lui-même qui ait jamais foulé la surface du globe. Aussi, serais-je fort surpris qu'il lui soit jamais arrivé de s'interroger sur ses motivations profondes et de se les avouer, sinon quand elles étaient pures comme de l'eau de roche. En l'occurrence, ce fut Dickens. Je vais faire un petit temps fort.
En l'occurrence, ce fut Dickens, qui fut pris d'une colère noire et se mit